Bien, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous hebdomadaire pour notre troisième conférence donc sur l'Iran. La première qui a eu lieu il y a 15 jours était consacrée à une introduction générale au Proche-Orient, sur le Proche-Orient, où je vous avais exposé le prisme fondamental par lequel, pour essayer de comprendre ce qui se passe au Proche-Orient, on doit réfléchir, qui est le prisme religieux, c'est-à-dire dans ce monde musulman, puisque c'est lui qui domine le Proche-Orient maintenant, ce ne sont plus les chrétiens, et donc dans ce prisme musulman, c'est la différence, la tension, les guerres entre les sunnites et les chiites. Donc la semaine dernière, nous avons vu la guerre en Syrie, où là, c'est une application terrible depuis 9 ans, avec ces milices islamistes sunnites qui sont venues du monde entier pour essayer de prendre le pouvoir en Syrie et d'abattre un régime qui appartient à une minorité chiite qui s'appelle les Alaouites. Et donc aujourd'hui, nous allons nous pencher vers la grande puissance chiite, non pas seulement du Proche et du Moyen-Orient, mais du monde entier. C'est le plus grand pays chiite du monde, c'est l'Iran. Alors l'Iran, c'est un pays dont on a beaucoup parlé, notamment, et vous le voyez avec cette première image, le drapeau américain brûlé par des manifestants, parce que c'est un pays qui, depuis la révolution islamiste de 1979, a basculé dans un tropisme anti-occidental et notamment anti-américain extrêmement fort. Mais avant d'en arriver jusque-là, il faut revenir aux origines. L'Iran, c'est un pays très particulier. Alors, tous les pays sont particuliers, certains plus que d'autres, et l'Iran plus que d'autres. Regardez cette carte que vous avez sous les yeux. Vous avez donc l'Iran et ses voisins. Et il y a une caractéristique qu'il faut avoir en tête, c'est que l'Iran est le pays au monde qui a le plus de voisins. C'est pas banal, ça. Alors, je triche un peu en disant ça, puisque je compte ceux qui sont juste de l'autre côté d'une mer. Comme au nord, la mer Caspienne, c'est pour ça qu'on considère qu'il est voisin de la Russie, et au sud, le golfe Persique, et donc on considère que c'est les voisins de l'Arabie Saoudite, mais les événements récents ont montré que l'Iran était voisin et de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Et donc, si vous prenez à partir de la mer Caspienne, au nord de l'Iran, mer Caspienne bien connue de tout le monde, parce que tous les amateurs de caviar savent que c'est là l'endroit historique où le caviar était prélevé sur les esturgeons, qui malheureusement sont en voie de disparition, mais depuis que Poutine a remis de l'ordre en Russie, la pêche sauvage s'est arrêtée dans la mer Caspienne, il y a maintenant des élevages et donc le caviar est sauvé. Et alors ce voisinage entre l'Iran et la Russie n'est pas un voisinage artificiel, parce qu'elles se partagent, ces deux grandes puissances, la mer Caspienne. Et donc l'Iran et la Russie sont obligés de se voir très souvent, non seulement pour gérer la mer Caspienne, mais également pour organiser ce qui a été la guerre en Syrie. Et donc, on comprend mieux en voyant cette carte pourquoi et l'un et l'autre étaient très concernés. L'Iran, parce qu'elle veut garder son accès à la mer Méditerranée avec des pays alliés, l'Irak, la Syrie. Et puis la Russie, pour remettre les pieds au Proche-Orient qu'elle avait finalement quitté après la chute du régime soviétique. Et il ne faut pas oublier que lors du déclenchement de l'intervention russe dont je vous ai parlé la semaine dernière, en septembre 2015, les premiers missiles qui ont été tirés par la Russie l'ont été depuis la mer Caspienne. C'est-à-dire qu'il y a une base militaire russe dans cette mer et les premiers missiles qui ont été tirés sur les islamistes en Syrie avec une précision qui a stupéfié l'Occident sont partis de la mer Caspienne. Alors continuons le petit tour géographique. Sous la Russie, vous avez l'Azerbaïdjan. L'Iran est même un tout petit peu voisine avec l'Arménie, vous voyez ce petit pays en vert qui est cher à notre cœur, qui a tant souffert. Pour la petite histoire, le petit bout qui est collé à l'Iran, c'est un bout auquel on n'a pas accès quand on voyage en Arménie, ce que je vous recommande parce qu'il y a des églises admirables à voir. Eh bien, on ne peut pas aller dans ce petit coin qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est un lieu de guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, chacun revendiquant ce petit bout de territoire. C'est pour ça que vous avez un petit trait. Et c'est par ce petit bout de territoire que l'Iran et l'Arménie se touchent. À côté, vous avez la Turquie, la grande puissance très hostile à l'Iran. On parlera de la Turquie la semaine prochaine, grand sujet. À côté, vous avez l'Irak, qui fut un ennemi irréductible de l'Iran,
mais qui ne l'est plus depuis que les Américains ont renversé Saddam Hussein et installé un régime chiite. C'est tout le paradoxe assez incompréhensible de la politique proche-orientale américaine. En dessous, vous avez le Koweït, et vous mesurez mieux comment l'Iran a pu aussi facilement envahir le Koweït. En plus, il y a du sable, c'est tout plat, c'était pas très compliqué. Puis l'Arabie Saoudite, au passage le tout petit Bahreïn, qui est dans l'eau, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Oman, et puis on remonte. Le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, et à nouveau, donc la mer Caspienne, et donc le Kazakhstan, parce qu'il faut bien gérer cette mer immense, avec tous ces pays-là. Donc cette caractéristique de l'Iran, elle est vraiment aussi à la frontière entre deux mondes. On n'est plus tout à fait au Proche-Orient, on est au Moyen-Orient. Et donc, à gauche, à l'ouest, vous avez le Proche-Orient, et à droite, à l'est, vous avez déjà l'Asie. Et vous avez l'Afghanistan, le Pakistan, et plus loin, l'Inde. Donc l'Iran, non seulement est le pays qui au monde a le plus de voisins, mais en plus, c'est un pays qui est à la frontière entre deux mondes. Un grand pays, comme vous le voyez, c'est 3 fois la France, pour se rappeler d'un chiffre simple, et c'est 80 millions d'habitants. Il y avait au début du siècle, pas celui-là, mais celui d'avant, 1900, il y avait à peine 10 millions d'habitants. Les choses vont vite. Il y aura donc 100 millions d'habitants avant 20 ans. Presque 40% de la population à moins de 18 ans. Donc ça va très vite dans ces pays-là. L'Iran est un pays qui a un très grand passé, dont elle est très fière. Et donc, vous avez mis Persépolis, pour vous faire un petit peu voyager, un site admirable et qui représente tout ce dont l'Iran est très fier aujourd'hui, c'est-à-dire l'empire perse. Vous avez peut-être, même sûrement, suivi les aventures d'Alexandre le Grand contre l'empire perse lui-même qui était le grand ennemi de la Grèce. Et donc cet empire a longtemps régné sur le Proche-Orient. Et puis, il est rentré en décadence, comme beaucoup d'empires. Et tout au long des siècles, il a été successivement dominé. Mais attention, jamais colonisé, jamais détruit. C'est une des caractéristiques de l'Iran. Il a été envahi par les Arabes musulmans au 7e siècle, mais il n'a jamais été complètement arabisé. La population est restée majoritairement perse. Puis il a été dominé par les Mongols, également par l'Empire ottoman, l'inévitable Empire ottoman, de ces Seldjoukides venus des steppes d'Asie centrale pour le grand malheur des chrétiens d'Orient et le grand malheur du Proche-Orient. Et donc, pendant des siècles, l'Iran a en quelque sorte dormi. La population vivait dans une grande pauvreté et de domination en domination, elle n'est plus arrivée à exister. Mais attention, s'il y avait des populations minoritaires très fortes, arabes, kurdes, azéris, les Perses sont toujours restés majoritaires et ont toujours pris grand soin à rester majoritaires. Et puis, au début du XXe siècle, l'Iran se réveille. Elle se réveille avec la découverte du pétrole. Elle se réveille aussi parce qu'il commence à y avoir des intellectuels iraniens qui réfléchissent à la science politique, au pouvoir, et qui commencent à préparer des révolutions constitutionnelles. On les a appelées comme cela, parce qu'ils rêvaient de s'occidentaliser et d'avoir, comme en Occident, une constitution qui garantisse les libertés fondamentales. Ces libertés fondamentales ont toujours été menacées en Iran. D'abord à cause des invasions extérieures dont je vous parlais, les Ottomans, les Arabes, les Mongols, mais aussi à cause de la religion. C'est-à-dire que si le chiisme, comme on l'a vu dans la première conférence, est très ancien et remonte dès le début aux origines de l'islam, de guerre de succession, pour la succession de Mahomet, entre ce qui deviendra les sunnites et ce qui deviendra les chiites, c'est assez tardivement que l'Iran a pris officiellement, de façon étatique, de façon autoritaire, le virage chiite. C'est au XVIIe siècle que ça s'est fait, que le souverain de l'époque a dit officiellement on devient chiite. Pourquoi il fait ça? Pour des raisons politiques. Ces différences entre sunnites et chiites, il faut être un très grand spécialiste de l'islam pour les expliquer de façon très claire. Alors bien sûr, il y a des différences évidentes, c'est que, notamment au niveau du clergé, il y a un clergé chiite puissant, il n'y a pas vraiment de clergé sunnite. Le premier crétin venu dans une mosquée d'Île-de-France,
en Seine-Saint-Denis par exemple, peut s'autoproclamer imam avec une inculture majeure, raconter n'importe quoi, lancer des appels au meurtre, il sera imam. Chez les chiites, ça se passe pas comme ça. Il y a une hiérarchie, il y a des universités religieuses, il y a des formations, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus intellectuel en réalité. C'est pas pour autant moins autoritaire. Mais vous voyez, il y a une différence quand même fondamentale. Les deux ont des mosquées, mais le clergé ne fonctionne mais pas du tout de la même manière. Même si dans les deux cas et dans les deux religions, le clergé est marié, le clergé chiite est fondamentalement différent du clergé sunnite qui est beaucoup plus hétérogène. Et donc ce basculement dans le chiisme va se faire en fait en réaction contre l'Empire ottoman. C'était une façon d'exister. L'Empire ottoman, c'était la grande puissance sunnite. Et donc forcément, on s'est rappelé des origines d'Ali, le gendre du prophète, de Hussein, dont la geste héroïque à la fin, tué par les futurs sunnites avec ses derniers combattants, est resté dans la mémoire chiite. Ils ont tous les lieux de pèlerinage en Iran pour ça, où tout le monde chiite vient de partout pour aller à ces pèlerinages. Et donc ce basculement chiite se fait de façon autoritaire et en réaction contre la domination ottomane. Et quand je dis autoritaire, c'est vraiment autoritaire, c'est-à-dire que tous les sunnites ont l'ordre de devenir chiites. Et les sunnites qui ne veulent pas devenir chiites, eh ben, ils se font décapiter. Donc comme ça, les vocations se font rares et de plus en plus, la population devient chiite. Et aujourd'hui, si petit à petit, il y a une minorité arabe sunnite qui est demeurée, l'écrasante majorité du pays est tout de même chiite, et en tout cas tous les Perses sont chiites. C'est une identité aussi bien ethnique que religieuse. Alors au début du XXe siècle, donc, on découvre le pétrole. Et donc, qui se tourne vers l'Iran avec appétit? La grande puissance proche-orientale du moment, la perfide Albion, l'Angleterre. Et donc les Anglais sont les premiers sur place. Ils vont voir les Iraniens et leur disent, écoutez, nous, on connaît très bien ces trucs-là, ça faisait longtemps qu'on cherchait, c'est nous qui l'avons trouvé, et donc on va exploiter ça, mais bien sûr, vous aurez les dividendes de l'exploitation pétrolière. Le problème des Iraniens, c'est qu'ils ont cru les Anglais, et vous savez qu'historiquement, il ne faut jamais croire les Anglais. Et donc, évidemment, le partage n'a jamais été équitable, et les Anglais ont, en quelque sorte, se sont enrichis finalement sur le dos de l'Iran qui n'a pas beaucoup profité de la manne pétrolière. Mais tout de même, ils ont été bien ingrats ensuite en disant les Anglais finalement nous ont exploités, les Anglais savaient exploiter le pétrole et les Iraniens, la suite l'a prouvé, ne le savaient pas très bien. Quoi qu'il en soit, au fil des décennies, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le ressentiment iranien monte contre, non pas l'occupant anglais, parce que je vous rappelle que l'Iran ne s'est jamais fait coloniser. Et donc les Anglais ne dominaient pas l'Iran, il y avait un parlement iranien, un premier ministre iranien et un souverain iranien. Et puis vient la Seconde Guerre mondiale, qui va être un tournant pour l'Iran. Vous vous rappelez peut-être qu'avant la conférence de Yalta en Union soviétique de 1945, il y a eu une grande conférence qui fut un tournant aussi, c'était en 1943 à Téhéran. Et à Téhéran, capitale donc de l'Iran, comme vous le savez tous, à Téhéran, se sont rencontrés Joseph Staline, Winston Churchill et Franklin Roosevelt pour commencer à discuter de l'après-guerre et en même temps pour dire aux Iraniens, bon, votre neutralité dans la guerre, ça suffit, vous êtes à un endroit géopolitique très important pour nous, l'Union soviétique a besoin d'armes et nous, armée américaine qui fournissons l'Union soviétique en armes, eh bien, nous avons besoin de l'Iran comme plaque tournante de l'approvisionnement de l'armée rouge en armes. Et donc, l'Iran, qui dans un premier temps était resté neutre, elle avait subi de fortes pressions en 40-41 pour expulser les citoyens allemands qui se trouvaient en Iran, elle avait toujours refusé. Et donc, l'Iran se montrait indocile, en fait, envers les grandes puissances. Et donc, le Shah d'Iran de l'époque se fait débarquer par les puissances occidentales qui considèrent qu'il est trop récalcitrant, on ne peut rien faire avec lui. Et s'il se laisse faire,
c'est parce que c'est son fils qui lui succède. Son fils qui lui succède très jeune et qui sera le Shah d'Iran, celui qui régnera jusqu'en 1979, jusqu'à la révolution islamiste. C'est pas encore lui que je vous montre. Là, je vous montre Monsieur Mossadegh, qui fut le premier ministre iranien à un moment clé, c'est 1951. L'Iran semblait être un petit peu rentré dans le rang et s'être soumis au diktat occidental et donc être docile envers les intérêts notamment pétroliers anglais. Eh bien, Mossadegh, poussé par un mouvement populaire qui commence à en avoir assez des Anglais, commence à dire aux Anglais, écoutez, la manne pétrolière, il n'y a que vous qui en profitez, on devait faire 50-50, on n'a jamais fait 50-50, donc c'est pas raisonnable, et donc je nationalise le pétrole. C'est lui le premier qui l'a fait, avant Nasser. Avant Nasser et son canal de Suez, eh bien lui, il a nationalisé le pétrole au nez et à la barbe des Anglais. Ça va lui coûter cher, il fait ça en 1951. Ça va lui coûter cher parce que dans un premier temps, ça ne bouge pas. Les Anglais s'en vont, mais ils s'en vont brutalement. Les Iraniens se disent on a peut-être été un peu vite et demandent aux ingénieurs anglais de rester pour exploiter le pétrole. Les ingénieurs anglais, vous vous en doutez, reçoivent l'ordre de rentrer immédiatement. On ne va quand même pas les aider alors qu'ils nationalisent le pétrole. Et malgré les ponts d'or offerts aux ingénieurs anglais, tout le monde rentre. C'est un désastre. Les puits flambent, le pétrole fuit partout. Ils ne savent pas, en fait, exploiter le pétrole. Les Anglais avaient pris bien soin de ne pas les former. Et donc, ce sont les Américains qui vont à ce moment-là intervenir. Dans un premier temps, ils ne bougent pas parce qu'ils sont ravis de voir les Anglais se faire débarquer. Ça va être beaucoup plus simple pour eux. Il est temps qu'en 1951, c'est-à-dire 6 ans après 1945, les Anglais comprennent que ce ne sont plus eux les patrons et que maintenant, c'est le cousin anglo-saxon, c'est l'Américain. Et donc, en 1951, les Américains disent à Mossadegh, bon, vous avez chassé les Anglais, c'est bien, mais maintenant, on va faire un accord avec vous et on va exploiter le pétrole ensemble. Mossadegh dit non. Donc, les Américains font le premier coup d'État politique organisé par la CIA. La CIA est une création de l'après-guerre. Avant, dans l'entre-deux-guerres, ça s'appelait l'OSS. Et donc, en 1945, c'est la CIA qui va, en quelque sorte, présider aux destinées des coups tordus américains partout où c'est nécessaire. Et ça va être, historiquement, le premier coup d'État organisé par la CIA, qui va chasser Mossadegh. Et ce coup d'État va permettre au Shah d'Iran de prendre, à ce moment-là, à peu près tous les pouvoirs. Et donc, ce Shah d'Iran, et ça lui coûtera cher ensuite, il vient finalement, un peu comme Louis XVIII, dans les fourgons de l'étranger. Vous connaissez cette phrase sur Louis XVIII quand il est arrivé de Gand en 1814, puis en 1815, 2 fois, on dit, bah oui, mais le roi est arrivé dans les fourgons de l'étranger, ça fait désordre. Eh bien, le Shah d'Iran était déjà là, mais au fond, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Si les Américains n'avaient pas organisé un coup d'État pour renverser Mossadegh, eh bien, le Shah d'Iran n'aurait pas pu trouver la plénitude des pouvoirs qu'il a acquis à ce moment-là. Parce que jusqu'au coup d'État de la CIA, le Premier ministre est plus puissant que le Shah d'Iran. Et à partir de 1951 et du renversement de Mossadegh, les Américains s'arrangent bien pour que ce Shah, qui leur est totalement dévoué, soit le patron incontesté de l'Iran. Il ne va d'ailleurs pas être un mauvais souverain. Il va s'efforcer de moderniser l'Iran. L'Iran reste très arriéré. Il veut la moderniser et il veut aussi la laïciser. C'est lui qui prendra un décret interdisant le voile pour les femmes. Ça laisse rêveur aujourd'hui quand on voit des images de Téhéran. Le voile était interdit. Donc il a modernisé, laïcisé son pays, mais avec une dépendance des États-Unis qui a toujours pesé malgré tout sur sa popularité. Et donc, au fur et à mesure que son règne avance, les années 60, 70, le ressentiment commence à monter au sein de la population iranienne. Parce que malgré tout, même s'il modernise, il reste une population extrêmement pauvre. Et comme souvent dans ces cas-là, ces pays qui sont sortis du Moyen-Âge, parce que ça a été le cas quand même pendant plusieurs siècles en Iran, malgré son passé prestigieux, eh bien la modernisation profite à quelques-uns, mais vraiment à quelques-uns. Et donc, comme souvent dans ces pays-là, vous aviez une petite caste de très très riches et une grande majorité de la population
qui souffrait énormément de pauvreté. Et donc, les ayatollahs, le clergé chiite, qui avait un rôle assez important, parce que le chiisme a toujours été important en Iran, mais pas fondamental. C'était vraiment le Shah qui dirigeait, et c'était une classe laïque qui exerçait les fonctions de ministre, de député. Eh bien, ces ayatollahs vont petit à petit agiter la population. Ils vont petit à petit reprocher au Shah d'Iran son impiété. Sa femme, évidemment, n'est pas voilée. Son impiété parce qu'il s'affiche avec des Occidentaux, avec des mécréants, et parce qu'il vit dans une opulence, une richesse énorme, gigantesque, qui a beaucoup aussi pesé sur sa popularité. Et donc ces ayatollahs vont petit à petit agiter le peuple chiite, le peuple perse essentiellement, qui va, au fil des ans, provoquer des manifestations, il y aura des assassinats, il y aura des purges, ça s'agite. Et lorsque la tension commence à monter, eh bien le Shah d'Iran prend la décision d'exiler l'ayatollah Khomeini, qui est le chef de file du clergé chiite à ce moment-là. Et donc cet ayatollah, dont vous connaissez sans doute le visage, parce qu'il a vraiment fait le tour du monde, c'est la France qui le recueille. Notre bon président Valéry Giscard d'Estaing a trouvé malin d'accueillir l'ayatollah, alors que le Shah d'Iran était quand même notre allié, de l'accueillir sur le thème « Eh bien, comme ça, j'ai de fer au feu, et donc on ne sait jamais, on ne sait pas très bien qui va gagner ». Giscard pensait d'ailleurs que l'ayatollah ne gagnerait pas, et que le Shah d'Iran, avec son armée, avec sa police politique, il y avait une police politique redoutable en Iran qu'on appelait la SAVAK. Et la SAVAK s'était rendue extrêmement impopulaire, parce que quand il y avait des opposants, la répression était terrible. On glose aujourd'hui beaucoup sur la police secrète syrienne, où dans les caves, les prisons, il y a des tortures, des disparitions. Tout ça est évidemment vrai. Et au Proche-Orient, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est partout le cas, tout le temps. En Turquie, ça n'a rien à envier, en Irak, n'en parlons pas, et en Iran, c'était terrible. Et donc, la police secrète du Shah d'Iran, la SAVAK, était redoutable et dans ses méthodes, et quand un opposant était arrêté, eh bien souvent, on ne le retrouvait jamais. Donc, les puissances occidentales étaient assez confiantes, dans un premier temps, sur la capacité du Shah de résister. Et le Shah se disait, de toute façon, ils me laisseront jamais tomber, pauvre homme, comme si les Occidentaux ne passaient pas leur temps à laisser tomber leurs alliés. C'est une répétition de l'histoire à peu près permanente. Et puis il avait fait un autre calcul qui s'est avéré faux, c'est qu'il pensait qu'avec la manne pétrolière, le monde avait besoin du pétrole iranien. Mais ça n'était plus vrai. Ça n'était plus vrai, l'Arabie saoudite l'avait supplanté. Il y avait eu le pacte du Quincy entre Franklin Roosevelt et le roi saoudien Ibn Saoud en 1945, pétrole contre sécurité, et l'Iran, malgré sa très importante production pétrolière, ne pesait plus suffisamment pour que l'Occident se croise pour sauver le Shah d'Iran. De façon très inélégante, on a su aussi à ce moment-là que le Shah d'Iran avait un cancer assez grave, assez avancé, et que donc ses jours étaient comptés. Vous voyez l'élégance du calcul. Et puis, quand il y a eu les premières grandes manifestations pour demander, en 1979, pour demander le départ du Shah d'Iran, eh bien, le Shah a demandé de ne pas tirer sur la foule. Et on dit, mais je ne sais pas si c'est vrai, je vous répète l'anecdote telle que je l'ai lue dans 2-3 livres, on dit que lorsqu'il apprend ça, Giscard d'Estaing lève les bras au ciel et dit « alors, c'est Louis XVI, il est foutu ». Et donc, on ne tire pas, on laisse les manifestants envahir petit à petit les rues de Téhéran, attaquer l'armée qui a des ordres pas très clairs et qui finalement finit par se faire également massacrer, ainsi que la police secrète, un peu comme les gardes suisses finalement des Tuileries. Et donc, à la stupéfaction générale, le mouvement populaire devient une marée humaine, et des milliers, des centaines de milliers, des millions de manifestants attaquent l'armée, cocktail Molotov, en criant « Bye bye Carter ». Carter étant le président américain. Il y avait une américanophobie à ce moment-là qui était au paroxysme. Et donc l'ayatollah va pouvoir rentrer triomphant parce que le Shah d'Iran, comprenant qu'il est lâché,
s'en va et au dernier moment, quand même, Carter demande à ses conseillers, mais vous êtes sûr, on le laisse tomber, c'était tout de même notre allié. Et un de ses conseillers lui dit, il est foutu, il a un cancer, dans quelques mois, il est mort. Vous voyez l'élégance du procédé. Bon, mais c'est vrai que politiquement, il était de toute façon très mal engagé. Alors sur cette photo, si vous voyez derrière, vous voyez un képi en flou, parce que là, c'est l'ayatollah qu'on voit bien, c'est un petit képi de chez nous, c'est un gendarme. Et puis derrière, la petite meulière que vous voyez, c'est à Naufle-le-Château dans les Yvelines. C'est donc là que l'ayatollah a été accueilli et qu'on a assisté pendant des semaines à ce spectacle stupéfiant de tous les journalistes du monde entier venant interroger l'ayatollah censé rétablir les libertés et la démocratie en Iran. On sait que nos journalistes ne brillent pas par leur culture générale, mais il fallait quand même pas être grand clair pour savoir que un mollah chiite avait difficilement pour objectif de rétablir la démocratie et les droits de l'homme, notion qui lui est totalement étrangère. Et donc, la tragédie iranienne commence. Vous allez avoir dans un premier temps un certain nombre d'intellectuels iraniens qui ont participé, les pauvres, à ce mouvement avec enthousiasme. Nous sommes avec le peuple pour rétablir les libertés et chasser le Shah et rétablir la démocratie. Eh bien, ils n'auront que le temps de s'enfuir et ceux qui ne se seront pas enfuis seront pendus, fusillés, emprisonnés. La répression de la République islamique va être terrible. Dans les premières semaines qui suivent la prise du pouvoir par l'ayatollah Khomeini, donc on est en 1979, dans les premières semaines qui suivent, on voit fréquemment dans les rues de Téhéran des corps pendus. Pendus à des balcons, à des réverbères, à des grues. Ce sont des officiers de l'armée, ce sont des cadres du parti du Shah d'Iran, ce sont évidemment les membres de la police secrète de la SAVAK. Et le point d'orgue de cette tragédie iranienne, ça va être la prise d'otages à l'ambassade américaine. En novembre 1979, des milliers de manifestants, bien organisés là aussi par le clergé chiite, attaquent l'ambassade américaine. Et l'ambassade américaine reçoit l'ordre de se rendre, il n'y a jamais que 10 soldats dedans, et vu la marée humaine, évidemment, ça aurait été un massacre. Ils reçoivent l'ordre de se rendre, et, tenez-vous bien, les 52 membres de l'ambassade vont être pris en otage pendant plus d'un an, pendant exactement 444 jours. 3, 4, 4, 4, 4. Comme ça, c'est facile à retenir. Et donc, fin 79, toute l'année 80 et début 81, ils vont vivre dans des caves, dans les pièces de l'ambassade et toujours avec un bandeau sur les yeux. Vous imaginez, ça devait quand même être terrible. D'autant que ce qu'on appelait les gardiens de la révolution, c'est-à-dire la milice chiite proche du pouvoir, la milice chiite islamiste proche du pouvoir, faisait des mascarades d'exécution régulièrement. De temps en temps, ils prenaient 5 hommes, ils descendaient dans une cave avec eux et ils mimaient une salve de pelotons d'exécution. Donc vous imaginez le malheureux derrière son bandeau en train d'entendre en joue-feu. Ceux qui sont sortis de là, il y avait des femmes aussi, ceux qui sont sortis de là sont sortis dans un état psychologique épouvantable. Et l'Amérique ne l'a jamais pardonné, ne l'a jamais oublié. Je vous ai dit qu'il y avait eu 52 otages. Eh bien, ce chiffre 52 est symbolique, encore aujourd'hui, aux États-Unis. Figurez-vous qu'à l'automne dernier, lorsque l'Iran a fait envoyer par une milice irakienne chiite amie, a fait envoyer un ou deux missiles près des bases américaines qui sont en Irak. Eh bien, Donald Trump a eu ce propos très révélateur. Si les Iraniens continuent, nous allons bombarder 52 sites historiques de ce pays dont il ne restera rien. Et alors, les journalistes incultes se sont dit pourquoi 52 ? Et les journalistes moins incultes ont appris aux incultes, il y a 52, c'est le nombre des otages américains dans l'ambassade de Téhéran. Et donc, ce chiffre de 52, cette humiliation américaine qui est unique dans son genre, personne dans les pays occidentaux n'avait eu autant d'otages aussi longtemps dans leur propre ambassade. Et donc, depuis, il y a quand même une haine très très forte, à mon avis inexpiable, entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis peuvent passer de bellicistes à moins bellicistes, de démocrates à républicains, ils ne pardonneront jamais et ils n'oublieront jamais.
Et de leur côté, les chiites sont très fiers de ce fait d'armes. Nous avons mis à genoux l'Amérique. Et de toute façon, l'Amérique, c'est le grand Satan. Et nous, notre honneur de chiites, de musulmans, c'est justement de combattre ces pays occidentaux. Une autre tragédie va arriver, c'est la guerre Iran-Irak. Comme l'Iran embête tout le monde, que la révolution islamiste, pourtant c'était quand même assez cocasse, c'était cocasse de voir la surprise des pays occidentaux devant ce qui était devenu la révolution islamique, c'était écrit en réalité, eh bien, on parle à ce moment-là à Saddam Hussein, qui est un ami des Occidentaux, et on lui dit ce serait quand même bien que tu envahisses l'Iran, on va te fournir des armes, et puis de toute façon, vous avez des litiges territoriaux dans le sud, du côté de Bassora, dans les marais, et donc il est temps que vous récupériez ces territoires que vous lorgniez depuis un certain temps. L'Iran a complètement épuré son armée, ils seront incapables de résister, vous n'en ferez qu'une bouchée. Nouvelle erreur, ça va être une guerre mort de chaque côté. Donc pour un conflit au Proche-Orient, c'est quand même pas rien, c'est le plus sanglant de tous les conflits qui a existé, et qui s'apparentait à une guerre de 14-18, parce qu'il n'y avait finalement pas beaucoup de chars, il n'y avait pas beaucoup d'aviation, il y avait des fantassins, il y avait des tranchées, il y avait des gaz, et on a envoyé à l'assaut des jeunes, dans lesquels alors les Iraniens se seront spécialisés dans le fait de ramasser des mineurs, il leur mettait une clé du paradis autour du cou et il leur disait « va charger », y compris sur des champs de mines pour faire sauter les mines vis-à-vis de leur propre population. Et donc, les Occidentaux, dans le genre cynique, là, s'en sont donnés vraiment à cœur joie. Puisque chaque camp occidental, on pouvait penser que, par exemple, les pays communistes allaient aider l'Iran, les pays occidentaux l'Irak, ou vice-versa, mais pas du tout. Chaque complexe militaro-industriel, comme on dit, s'en est donné à cœur joie. Alors, les puissances occidentales ont plutôt aidé l'Irak, les Américains ont fourni pas mal d'armes à l'Irak, mais Israël a fourni beaucoup d'armes à l'Iran. Et vous pensez bien qu'Israël ne fait rien sur le plan de l'armement sans en parler à son ami américain. Ce sont les deux doigts de la main, ce sont deux pays consubstantiels. Il faut bien comprendre ça dans la politique étrangère américaine au Proche-Orient. Et donc, les Américains armant l'Irak et Israël armant l'Iran, c'est assez drôle. Mais rassurez-vous, les autres n'étaient pas en reste. Les Français ont plutôt armé l'Irak, mais ils ont fourni des munitions à l'Iran. Et l'Union soviétique s'est partagée avec d'autres pays communistes. Les uns étaient dans l'Iran et les autres étaient dans l'Irak. C'est pour ça que ça a duré 8 ans. Alors, il y avait des grandes batailles, puis ensuite c'était beaucoup plus sporadique. Et donc, il y a eu 500 000 morts et les deux pays en sont sortis épuisés. Surtout l'Iran, bien sûr. Et un homme s'est illustré dans cette guerre et il va devenir le grand général iranien, le général Soleimani, celui que Donald Trump a tué au mois de janvier. Soleimani dirige à ce moment-là, c'est un jeune officier des gardiens de la Révolution, donc militant chiite, islamiste acharné, et il se révèle extrêmement courageux et brillant tacticien. Il monte en grade, il devient vite général, on monte vite pendant les guerres, il survit à tout ça, ce qui n'était pas évident, parce que le taux de mortalité était quand même assez élevé, et il va devenir le symbole de l'Iran, qui, contrairement aux prévisions des Occidentaux, qui passent leur temps à se tromper, eh bien, aura résisté à l'armée irakienne, pourtant censée être beaucoup plus forte et beaucoup plus moderne. Mais en réalité, si l'armée iranienne n'était pas si moderne que ça, les marchands d'armes ont fait qu'elle s'est quand même modernisée assez vite, et puis il s'est avéré une vérité de guerre, c'est que le fantassin iranien s'est révélé bien meilleur que le fantassin irakien. C'est comme ça. Et donc, il est vrai aussi qu'ils défendaient leur terre, puisque ce sont les Irakiens qui ont attaqué les premiers. À l'arrivée, c'est 500 000 morts pour rien, parce que ça a fait match nul et on est reparti sur les frontières d'avant. Donc tout ça pour rien, avec un cynisme occidental qui est quand même, bon, faut pas trop s'offusquer du cynisme occidental, malheureusement, ça fait partie de la géopolitique, et si on s'offusque à chaque fois, on peut plus étudier la géopolitique sereinement. Mais là, quand même, je trouve qu'ils ont fait assez fort. Quoi qu'il en soit, ce général Soleimani devient à ce moment-là le fer de lance du régime. Et le fer de lance, en quelque sorte, laïque et militaire. Et son exécution par Donald Trump
est en fait le reflet de ce qui aurait pu tourner à la guerre entre l'Iran et les États-Unis. On a beaucoup parlé l'automne dernier de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Moi, j'y ai jamais cru une seconde, je n'y crois toujours pas. Ils sont ennemis irréductibles pour des raisons symboliques, pour des raisons stratégiques, pour des raisons religieuses aussi. Mais ils n'iront pas faire la guerre. Pourquoi? Ils n'iront pas se faire la guerre mutuellement. Pourquoi? L'Iran n'a aucun intérêt à attaquer les États-Unis. Ils savent que la puissance de feu américaine fera qu'ils vont se faire vitrifier. Ils n'ont aucun intérêt à le faire, toute grande puissance qu'ils sont, toute grande puissance, pas encore économique, mais en tout cas démographique et géopolitique. Donc ils ne le feront pas. Et puis, je vous ai expliqué dans la première conférence la différence entre les sunnites et les chiites. Les sunnites aiment bien les aventures extérieures. Les sunnites aiment bien le prosélytisme. Le sunnisme aime bien s'exporter, organiser des attentats. Les chiites, beaucoup moins. Et tous nos attentats en Europe occidentale sont le fait de sunnites, jamais de chiites. Et quand les Américains, dans leur phraséologie anti-iranienne, disent, et Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, le bras droit de Trump aujourd'hui, l'a encore dit l'autre jour, nous savons que l'Iran finance le terrorisme dans le monde. C'est pas vrai. On a envie de dire, mais qui, où, lequel? Ça n'est pas vrai. L'Iran ne finance plus le terrorisme. Il l'a fait un petit peu. Bizarrement, ils ont été dans les Balkans au moment où il y avait des tentatives islamistes, qui ont d'ailleurs fort bien réussi, pour islamiser l'armée bosniaque, parce que en Bosnie, l'islam était vu comme quelque chose d'assez lointain, d'assez culturel. Et bizarrement, Turcs et Iraniens vont trouver un terrain d'entente, ce sera vraiment la seule fois, pour aider dans les Balkans les Bosniaques à s'islamiser. Les Iraniens vont amèrement regretter cette expérience parce qu'ils se sont rendus compte qu'entre sunnites et chiites, de toute façon, c'était inexpiable. Ils se sont fait damer le pion par les Turcs qui sont beaucoup mieux implantés qu'eux et finalement, ils ont arrêté l'expérience et ils sont repartis. Et sinon, si l'on accepte quelques règlements de compte en Israël ou en France, quand ils ont fait assassiner par un commando Chapour Bakhtiar, l'ancien premier ministre iranien, ce sont des exécutions, c'est une forme de terrorisme. Mais jamais ils ne se sont lancés dans les attentats de masse, et jamais ils ne le feront, ça n'est pas dans leur culture. Et donc, quand les Américains, dans leur phraséologie anti-iranienne, disent cela, ça n'est pas vrai. Ça fait partie, c'est partie du jeu de dire ça. Mais les Iraniens n'organisent pas de terrorisme international, ne le financent pas, ils ont bien autre chose à penser, et par nature, ils ne sont pas prosélytes, ils ne sont pas exportateurs de leur révolution. Pour eux, on est chiite, point, on est sunnite, point, on est chrétien, point, et leur souci, c'est de retrouver déjà une puissance économique digne de ce nom, et de conserver leurs alliés chiites dans la région, l'Irak, la Syrie et le Sud-Liban, par le biais du Hezbollah. Quant donc le risque de guerre entre Iraniens et Américains est beaucoup plus faible qu'on ne l'a dit, même au pire moment. Et même quand le 3 janvier 2020, Donald Trump donne l'ordre de tuer le général Soleimani. Alors là, quand on apprend ça au petit matin, ça s'est passé dans la nuit, des missiles avec une précision très remarquable. Dans la voiture, où était le général Soleimani, qui venait d'atterrir depuis Damas jusqu'à l'aéroport de Bagdad, ce qui prouve que les deux aéroports sont truffés d'agents de la CIA, entre parenthèses, enfin, en tout cas suffisamment pour que les Américains aient l'information. Ils ont donc envoyé des drones avec une précision mathématique qui ont fait exploser la voiture de Soleimani. À côté de lui, il y avait un autre chiite, le patron des milices irakiennes chiites, rien que ça. Et donc, le lendemain matin, tout le monde se disait « Ah, ça c'est quand même sérieux, les Iraniens ne peuvent pas ne pas réagir. C'est l'homme emblématique que Donald Trump vient d'assassiner. » Et alors, dans un premier temps, on se dit « Il est quand même curieux, Trump, parce qu'il a laissé faire un certain nombre de choses pendant un certain temps par l'Iran. Il avait dit pendant sa campagne électorale « Les guerres au Proche-Orient, ça suffit. On a dépensé des milliers de milliards de dollars en Afghanistan pour rien. » Il a dit en Irak, c'est la plus grande bêtise, il l'a dit autrement, que l'Amérique ait pu faire ces 30 dernières années. En Syrie, on n'a finalement pas grand-chose à y faire, et bien qu'ils soient restés, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, bien qu'ils soient restés, ils n'ont effectivement pas pesé
sur le cours des événements. Ils n'ont finalement pas voulu renverser Bachar el-Assad et ils ont finalement laissé les Russes faire leur travail tranquillement. Et c'est avec Obama que ça a commencé, cette politique, et Trump, qui pourtant déteste Obama, ils se détestent d'ailleurs mutuellement tous les deux, ont à peu près la même politique de non-intervention au Proche-Orient. Alors, quelle mouche a piqué Trump? Alors ça reste une énigme, il faudrait confier ça à un psychologue, il faudrait demander aux militaires qui ont présenté à Donald Trump plusieurs options pour que les Iraniens ou les milices qui leur sont affiliées en Irak arrêtent d'envoyer des missiles près des bases américaines. Parce qu'ils vont finir par faire des morts et on ne va pas aimer ça. Et effectivement, au mois de décembre, il y a eu 3 morts. Il y a eu 3, et donc on appelle ça des contractuels publiquement. Et donc ça a vraiment énervé les Américains. Et Donald Trump a dit, il faut réagir. Alors chaque général y allait de sa proposition. On pourrait bombarder telle installation pétrolière, on pourrait bombarder leur base de missiles, puis quelqu'un dit, on pourrait tuer le général Soleimani. Et l'histoire dit, mais à vérifier, parce que ça, pour le coup, ça fait partie des conversations tenues dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, et c'est bien difficile de savoir la part d'exagération ou pas. Un général a dit après, nous on a présenté ça comme l'option ultime et extrême, parce qu'il faut toujours présenter 2 options ultimes et extrêmes. La première, c'est on fait rien, et la dernière, c'est on fait le pire. Puis entre les deux, là, on réfléchit à une solution raisonnable. Et donc, Trump s'est jeté sur celle-là, qui était censée être une des pires, parce que l'Iran ne pouvait pas, c'est son général de Gaulle, elle ne pouvait pas rester inactive. Eh bien si. Ils sont restés inactifs parce qu'ils sont pragmatiques. En fait, ils ont fait une chose très simple. Ils ont envoyé une dizaine de missiles sur une base américaine en Irak et ils ont fait prévenir les Américains sur quelle base ils enverraient les missiles. Comme ça, les Américains étaient bien à l'abri et il y a eu 2 blessés légers. Bon, alors ça a quand même secoué parce que les missiles, c'était des vrais missiles et il paraît que les Américains sont quand même sortis avec psychologiquement un petit peu abîmés. Bon, enfin, peu importe, il n'y a pas eu de mort. Et c'était assez bien vu des Iraniens, ils ont sauvé la face en balançant des missiles et ils ont montré une nouvelle fois leur habileté technologique, c'est-à-dire que les missiles sont arrivés exactement à l'endroit où ils avaient dit qu'ils arriveraient. Et ça, c'est un sujet d'inquiétude, notamment pour Israël, c'est que la puissance militaire iranienne et l'habileté militaire iranienne est vraiment quelque chose de reconnu et la précision de leurs missiles est aujourd'hui tout à fait reconnue. Au passage, un tout petit détour par les matières premières, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas la guerre pour le pétrole, on ne fait plus la guerre pour le pétrole, pas davantage pour le gaz. Mais ça fait partie des éléments collatéraux qui jouent dans un conflit. Et donc, j'ai trouvé cette carte amusante parce que l'Iran a du pétrole, mais aussi du gaz. Et le Qatar, que vous voyez en bas, est également un grand producteur de gaz. Et d'ailleurs, le Qatar et l'Iran, bien que le Qatar soit un pays sunnite fanatique et l'Iran un pays chiite fanatique, se parlent beaucoup et très gentiment parce qu'ils ont une nappe de gaz commune dans le golfe arabo-persique. Et donc, quand il y a de l'argent à faire, bon, on se parle gentiment. Mais vous voyez les 2 trajets depuis l'Iran, Irak, Syrie, Turquie, et de l'autre, Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie, Syrie. Quand même, il y a un carrefour là. Il y a un carrefour stratégique qu'on appelle la Syrie. Et donc, ça fait partie des multiples causes de guerre. Et les sunnites, notamment les Turcs, les Saoudiens, les Qataris, être obligés de passer par la Syrie et, du coup, ne pouvant pas passer par la Syrie, parce que c'est une route théorique que je vous montre là. Parce que quand les Qataris ont demandé aux Syriens poliment, on peut faire passer nos pipelines de gaz chez vous, les Syriens étaient bien embêtés et c'est Poutine qui a répondu pour eux, en disant « Ah ben non, parce que c'est un concurrent ». Et donc, nous, on exporte notre gaz vers l'Europe. Il n'est pas question que ça fasse que le gaz qatari vienne trop nous concurrencer par une route terrestre qui continue à envoyer leurs bateaux. C'est beaucoup plus long et beaucoup plus cher. Et ça nous va très bien comme ça. C'est aussi pour ça que les Russes sont intervenus pour aider les Syriens. Ils se sentaient peut-être un petit peu coupables. Et c'est peut-être aussi pour ça que les Qataris, même sûrement, ont déversé des milliards et des milliards de dollars pour aider les milices sunnites islamistes en Syrie pour renverser ce régime, parce que ça leur aurait quand même bien arrangé de passer son gaz. Alors, un autre tournant, c'est l'accord nucléaire iranien. En 2015, il y a la signature d'un accord nucléaire. Pourquoi un accord nucléaire? Parce que l'Iran essaye, depuis des années, de fabriquer
la bombe atomique. Bon. Ce qui inquiète tout le monde. En premier lieu, évidemment, Israël. Et en second lieu, les États-Unis. Ce qui inquiète Israël inquiète les États-Unis, par nature. Je vous dis, ce sont deux pays véritablement consubstantiels, de par leurs origines. Si un jour on fait un propos sur les États-Unis, il faut revenir aux origines des premiers migrants américains, c'est typique, c'est la nouvelle Israël. Donc, cette bombe atomique que les Iraniens ont bien envie de fabriquer, ça fait depuis longtemps que les Israéliens montent des coups de commando remarquables pour tuer des ingénieurs iraniens. Plusieurs ingénieurs atomistes iraniens ont été assassinés dans les rues de Téhéran par des agents du Mossad et plusieurs usines ont été bombardées par la chasse israélienne parce qu'ils avaient des renseignements précis sur le fait que c'était dans cette usine que se préparaient les fameuses centrifugeuses, celles qui permettent d'enrichir l'uranium. Et donc, on dansait un petit peu sur un volcan. Et ce sont les Russes qui vont lancer le processus de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Ils profitent du fait qu'aux États-Unis, c'est Obama. Et Poutine et Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, ont très bien compris que Obama et la guerre, ça, c'était pas son truc. Que, en plus, les Américains en avaient assez des guerres et que le fiasco absolu de l'invasion de l'Irak par Bush en 2003 avait traumatisé les Américains. Ils se sont dit maintenant, ça suffit. On perd des milliers de boys. On sait même pas pourquoi, on sait même pas où, on sait même pas où sont ces pays-là. Ça suffit. Et, comme dirait l'autre, en plus, ça coûte une blinde. Donc, les Russes ont compris qu'il y avait un créneau pour, d'une part, empêcher les Iraniens d'acquérir la bombe nucléaire et en même temps de permettre le développement économique de leur allié, qui est évidemment sous sanction américaine. Et donc, ils lancent un processus de négociation qui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a des récalcitrants, notamment les pays européens. Obama pousse plutôt à la roue et c'est son secrétaire d'État, John Kerry, qui va faire le tour de toutes les capitales occidentales pour leur dire il faut faire cet accord nucléaire, c'est un gage de paix au Proche-Orient. Bon, tout le monde tord un petit peu le nez en Europe, les Allemands tordent le nez, les Anglais tordent un peu le nez, mais enfin les Anglais tordent jamais trop le nez quand c'est les Américains qui leur demandent. Les Français sont vent debout contre, parce que c'est Laurent Fabius, et que Laurent Fabius est un grand ami d'Israël, et donc pour lui c'était inacceptable qu'il y ait un accord nucléaire iranien, parce que bien qu'Obama fût pour, et bien que les Américains fussent pour, eh bien Israël était contre sur le thème. Premièrement, ils respecteront pas l'accord, donc ils feront quand même leurs recherches pour avoir la bombe atomique, et en plus, comme les sanctions vont être levées, ils vont pouvoir connaître un développement économique, et ça nous inquiète beaucoup pour leur domination sur l'ensemble de la région, parce que l'Iran a un potentiel de puissance considérable. Et donc, Fabius finit par se faire tordre le bras, et on accepte de signer l'accord. Et une petite particularité, quand vous voyez les signataires de cet accord, sont les ministres des Affaires étrangères. Donc, à gauche, vous avez le Chinois, qui se dit chic, un nouveau marché qui s'ouvre, des débouchés, c'est parfait, nous, on est fait pour ça. Vous avez Laurent Fabius qui sourit, mais pour la façade, il sourit pas du tout. À côté, vous avez l'Allemand, à côté, une Européenne. Ensuite, vous avez l'Iranien qui est heureux comme tout, parce que enfin, les sanctions vont s'arrêter. Vous avez le Russe, l'adjoint de Lavrov, très content de lui, et puis l'Anglais qui se dit, bon, il faut bien obéir à Washington de temps en temps. Il y a une particularité qu'on ne souligne pas assez. Pourquoi il y a une Européenne au milieu, avec le drapeau européen derrière, et 3 ministres des Affaires étrangères? C'est quand même fou quand on y pense. C'est même pas parce que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, parce que l'Allemagne n'en est pas. Et donc, vous avez, et on s'étonne que les petits pays européens soient fâchés de temps en temps, mais vous avez donc les 3 grandes puissances européennes, France, Angleterre, Allemagne, qui ont droit chacun à leur drapeau, leur siège, et vous avez tous les autres pays européens, la piétaille, les petits, les sans grade, comme disait Edmond Rostand, qui eux se retrouvent derrière le drapeau européen. Ça n'est jamais souligné, j'en profite pour vous le souligner, parce que je sais que dans les petits pays, eh bien, c'est une source d'humiliation, ce genre de choses. Et que le ministre des Affaires étrangères autrichien, parce que c'est lui qui accueillait ça à Vienne, dit, quand même, c'est tout le monde ou personne, finalement, dans l'histoire. Bon.
petite caractéristique de l'Europe. Quoi qu'il en soit, cet accord est signé en 2015. Mais Trump ne fait pas toujours ce qu'il dit, mais quelquefois, il fait quand même ce qu'il dit. Et lui, non seulement il avait dit qu'il ne ferait plus de guerre au Proche-Orient, ce qui s'est révélé assez vrai, mais il avait dit aussi qu'il dénoncerait l'accord nucléaire avec l'Iran. Et là, vous le voyez, d'un air revêche qui lui appartient, eh bien, il dénonce l'accord le 8 mai 2018. Il l'avait dit, il l'a fait, il n'y a pas de surprise, mais je reste persuadé que c'est une erreur majeure. Le plus lamentable dans l'histoire, c'est pas que Trump dénonce l'accord avec l'Iran, parce que lui, son idée, c'est l'Iran est un ennemi, on ne peut pas lui faire confiance, il est hors de question d'accepter que l'Iran puisse se développer économiquement alors qu'il embête tous mes alliés sur place. Bon, c'est un point de vue. Donc les Européens, eux, étaient bien embêtés, parce que petit à petit, ils étaient vraiment rentrés dans l'accord. Et puis Fabius n'était plus là, Macron était vraiment pour, Merkel s'était laissé convaincre, et donc finalement, les Européens étaient bien contents, parce que dans l'intervalle, il s'était passé quoi? Eh bien, avec la levée des sanctions, Peugeot s'était installé, Total s'était installé, toutes les grandes entreprises françaises commençaient à s'installer avec des euros plein les yeux, parce que 80 millions d'habitants, avec un potentiel économique remarquable, une élite intellectuelle de haut niveau, et donc un pouvoir d'achat à venir qui paraissait tout à fait intéressant. Et les Américains, en dénonçant l'accord sur le nucléaire, renforcent les sanctions contre l'Iran. Et ils appliquent toujours leur notion d'extraterritorialité, qui est une notion juridique assez scandaleuse. En gros, c'est Total, si vous restez là-bas, et si vous travaillez avec l'Iran, vous n'avez plus le droit de faire la moindre transaction en dollars dans le monde. C'est ennuyeux parce que toutes les transactions sur le pétrole se font en dollars. Vous m'expliquerez comment Total peut faire des transactions sur le pétrole sans passer par le dollar. Pareil pour Peugeot, pareil pour toutes les grandes entreprises, toutes européennes. Elles sont obligées de plier bagages, elles sont obligées. Elles se croient obligées de plier bagages, elles cèdent au diktat américain, se disant ça nous coûtera plus cher de perdre le marché américain. N'oubliez pas qu'une banque comme BNP, en France, a payé des milliards de dollars d'amende aux Américains pour continuer à avoir le droit de travailler aux Américains parce qu'ils avaient enfreint l'embargo américain sur l'Iran. Et vous avez toute une série d'entreprises qui ont payé des milliards et des milliards de dollars aux Américains qui appliquent l'extraterritorialité. Donc c'est pas que chez nous, mais c'est aussi à l'extérieur que vous devez respecter ce que l'on dit. Et donc, je considère que là, on a laissé passer une occasion forte. Qu'est-ce qui s'était passé en Iran pendant ce temps? Eh bien, il y avait eu une élection présidentielle. Et celui que vous voyez à droite, l'ayatollah Rouhani, contrairement aux apparences, c'est plutôt un modéré dans l'histoire. Lui, c'est le président iranien. Simplement, le président iranien, c'est pas le numéro 1. Le numéro 1, c'est le guide suprême, c'est l'ayatollah Khamenei. Eh bien, Rouhani est le numéro 3 du régime, mais tout de même, il est président. Et lui a été élu, puis réélu sur l'accord nucléaire qui allait permettre à l'Iran de sortir de l'ornière économique, de se moderniser, de s'occidentaliser, parce que toute une partie du peuple iranien rêve de ça. Et donc, les femmes notamment, qui en ont assez de se faire fouetter dans la rue quand elles ne portent pas le foulard. Et donc, Rouhani avait en quelque sorte fait un triomphe à la présidentielle, porté par cet espoir du peuple iranien. Et les durs du régime, l'ayatollah Khamenei et les gardiens de la révolution, étaient furieux de cet accord sur le nucléaire, mais en voyant l'enthousiasme du peuple iranien, ils s'étaient tenus quoi? Et donc Trump, en dénonçant ça, a donné des gages, finalement, au dur des durs, à l'ayatollah Khamenei, qui a pu, dans sa mosquée préférée, une fois de plus dire, eh bien, certains ont cru naïvement aux promesses des Occidentaux. En réalité, on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux. Et donc, il est reparti dans la rhétorique, le grand Satan américain, les mécréants, etc. Et donc, le pauvre Rouhani, qui déjà, en tant que numéro 3 du régime, c'était pas facile pour lui, eh bien, avait un peu de mal face au dur du régime. Eh bien, aujourd'hui, on ne l'entend plus. Son camp est définitivement affaibli. Et l'automne dernier, quand il y a eu toutes les manifestations en Iran, il y a eu un grand mouvement populaire en Iran de manifestations pour demander
un peu plus de liberté, un minimum de liberté. Vous avez même eu des femmes qui faisaient devant des caméras une démonstration « j'enlève mon foulard » et qui ensuite marchaient dans les rues sans foulard. Et donc, dans un premier temps, le pouvoir iranien hésitait parce qu'il y avait des caméras. Eh bien, plusieurs de ces femmes se sont retrouvées en prison et certaines y sont toujours, avec des mauvais traitements épouvantables. Et donc, il faut bien réfléchir à ça parce que, à la fois, on peut comprendre Donald Trump, d'abord dans sa rhétorique, il a une élection à venir, il a besoin d'un ennemi. Et l'ennemi ne peut pas être le sunnite, puisque le sunnite, c'est avant tout l'Arabie saoudite, et c'est la Turquie, dont on va parler la semaine prochaine. Ce sont les deux grandes puissances sunnites. Or, l'Arabie saoudite, même s'ils ont moins besoin de leur pétrole depuis le développement du pétrole de schiste, ça reste quand même un allié de base. Sur le plan alors, de la dictature islamiste, c'est pas mal. Il vaut mieux être en Iran qu'en Arabie saoudite, quand même. Mais aucune importance, ils ont du pétrole, c'est un allié, c'est la seule chose qui compte. Et les Turcs, on ne peut pas leur taper dessus, bien que Erdogan soit quand même assez désagréable, mais il est membre de l'OTAN. Et en plus, Poutine lui fait les yeux doux. Et donc, il ne faut surtout pas qu'un membre de l'OTAN aille dans les bras de Poutine. Ça, c'est pas acceptable. Et donc, comme il faut toujours un ennemi dans la rhétorique américaine d'une façon générale, et trumpiste en particulier, l'Iran est tout trouvé. Et donc, on lui invente des financements de terrorisme international qui n'existent pas. Mais donc, c'est bien d'avoir un ennemi cantonné. C'est bien dommage pour le peuple iranien, et entre parenthèses, c'est bien dommage aussi pour les entreprises américaines. Et vous avez un certain nombre d'entreprises américaines qui ont dit « Ah mais non, pourquoi on recommence avec l'Iran? C'était très bien, ce sont des débouchés extraordinaires. » Et donc, du coup, ce sont les Occidentaux qui vont moins obéir que nous et qui vont avoir la grosse part du gâteau du grand marché iranien. Rassurez-vous, on est tellement lâche qu'on n'a rien essayé. On a vaguement dit « Tiens, pour pas faire des transactions en dollars et pour ne pas risquer des amendes monstrueuses pour nos entreprises, on va faire du troc. On va leur donner des choses et en échange, ils vont nous donner du pétrole pas cher. » Eh bien, même ça, 2 ans après, on n'a pas réussi à le mettre au point. La Commission européenne devait s'en occuper et donc on pouvait être tranquille sur le résultat. On n'a même pas fait semblant, juste après avoir annoncé ce troc pour tourner les sanctions américaines. Et alors, une des raisons ultimes pour lesquelles il ne peut pas y avoir de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ce golfe Persique que vous voyez là, constellé de bases américaines, juste en face de l'Iran, et ce petit détroit d'Ormuz, assez étroit, où croisent un nombre de navires invraisemblables tous les jours, non seulement des navires de guerre, iraniens, européens, américains, saoudiens, mais en plus de ça, tous les pétroliers. Et donc, c'est la grande erreur des Saoudiens, c'est d'avoir cru que ça restait indispensable. Les Américains auraient pu faire la guerre pour le détroit d'Ormuz en 1950 ou en 1960 ou en 1970. Mais aujourd'hui, non. Parce que les Américains sont des pragmatiques. Et quand ils ont compris que le pétrole de schiste pouvait être un débouché coûteux, mais quand même, eh bien, ils se sont lancés dans le pétrole de schiste. Et ils sont devenus, en 20 ans, tenez-vous bien, le premier producteur mondial. Ce qu'ils étaient à la fin du 19e, vous avez tous vu à l'ombre des Derrick, de ce fameux Lucky Luke qui raconte comment l'Amérique devient le grand producteur de pétrole. Eh bien, après, évidemment, ils se sont fait largement damer le pion par le Proche-Orient et notamment l'Arabie saoudite qui a le coût d'extraction le plus faible au monde de pétrole, alors que le coût d'extraction du pétrole de schiste est élevé. C'est pour ça que le pétrole américain, quand il s'est effondré ces dernières semaines, a entraîné des centaines de faillites au Texas, en Oklahoma, dans tous ces coins pétroliers américains, parce que ça devenait trop cher à produire. Et donc, le souci des Américains aujourd'hui, c'est de faire remonter ce cours du pétrole, mais même à $30 où il est remonté hier, ça ne suffira pas. Alors que les Saoudiens, les Russes peuvent survivre à $30, même si ce sont des sacrifices importants. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut plus faire la guerre pour le détroit d'Ormuz, ça ne vaut plus la peine de faire la guerre contre le détroit d'Ormuz, surtout contre un pays de 80 millions d'habitants, qui en plus est connu pour son nationalisme très ombrageux. C'est-à-dire que s'il y avait une guerre, même si le régime n'est pas populaire, vous auriez toute la population iranienne derrière le régime pour lutter contre l'invasion de l'Amérique, qui n'est quand même pas très populaire dans l'ensemble. Et donc, ça a été la grande erreur de l'Arabie saoudite, c'est d'avoir cru à la protection américaine complète, c'est-à-dire de penser que les Américains allaient réduire l'Iran en cendres si l'Arabie saoudite se faisait attaquer.
Et donc, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en septembre 2019, c'est que les Iraniens ont fait une démonstration de force en bombardant avec une précision très remarquable les installations pétrolières saoudiennes qui, en une nuit, a perdu la moitié de sa production. La moitié de ses capacités de production, c'est quand même pas rien. 50% en quelques dizaines de missiles. Alors évidemment, les Iraniens ont dit c'est pas nous. Et les Houthis, les chiites du Yémen qui se battent ont dit bah, ça tombe bien, c'est nous. Alors si les Houthis étaient capables de faire ça, ça se saurait. Et donc il semble bien que tout ça vienne d'Irak. Des milices chiites irakiennes, armées et formées par les Iraniens qui n'ont pas voulu que ça parte de leur sol. Donc ils ont mêlé l'habileté technique, technologique, à l'habileté psychologique et militaire. Et donc, et c'est très intéressant dans la personnalité de Trump, sa réaction, parce qu'évidemment, le lendemain, le dictateur saoudien Mohammed Ben Salman, MBS pour les intimes, appelle Trump et dit il faut faire quelque chose. Et donc, Trump dit oui, on va réfléchir, et puis le communiqué tombe 2 jours après, c'est il faudrait que les Saoudiens apportent la preuve que ce soit les Iraniens. Alors, dans le genre, se moquer de son allié, c'est quand même grandiose. Tout le monde savait que c'était les Iraniens, et puis ils étaient bien en peine d'amener la moindre preuve, donc c'était une fin de non-recevoir. Et donc ça, c'est un tournant très important au Proche-Orient. C'est-à-dire que l'Iran se permette, malgré ses sanctions, malgré toutes les difficultés, la dénonciation de l'accord nucléaire, se permettre de faire ça. C'était quand même très osé. Et que finalement, il n'y ait pas d'autre réaction que l'assassinat du général Soleimani, ça veut donc bien dire qu'il n'y aura pas de guerre entre l'Iran et les États-Unis. C'est le symbole. Vous avez l'assassinat du général Soleimani qui a entraîné une réaction purement symbolique de l'Iran. Et de l'autre côté, vous avez la destruction quand même de la moitié de la production saoudienne qui n'a entraîné, mais alors aucune réaction des Américains. C'est en ça que ça a été un tournant. Les Américains ont juste fait une petite chose. Ils ont mis des missiles antimissiles de la dernière génération, des Patriotes. Ils les ont installés en Arabie Saoudite pour leur dire, bon voilà, ça arrivera plus, vous êtes protégés maintenant. Eh bien, ils viennent de les enlever, figurez-vous, 5 mois après. Donc, ça n'aura pas duré longtemps. Donc, les Saoudiens doivent être d'une humeur assez médiocre en ce moment. Et donc, pour terminer, quel Iran demain? Vous voyez, cette photo est très, très symbolique. Vous avez devant de jeunes femmes qui mettent le foulard d'une façon telle qu'on peut penser, sans me mettre à leur place, que si elles n'en avaient pas, elles seraient bien contentes. Et puis derrière, vous en avez 2 autres qui mettent le foulard d'une façon telle qu'on peut penser que soit elles sont bien contentes, soit elles n'ont pas le choix, mais enfin en tout cas, ce sont 2 mondes là qui s'affrontent dans cette photo. Et donc je pense qu'en dénonçant l'accord nucléaire, en continuant à appauvrir ce pays par les sanctions américaines contre lesquelles l'Europe, inexistante, comme d'habitude, inexistante. Pas besoin d'attendre des crises sanitaires pour savoir que l'Europe est vraiment lamentable dans sa façon de réagir. Sur le plan stratégique, il y avait un boulevard pour faire quelque chose d'intéressant avec l'Iran. Et finalement, ces 2 jeunes femmes qui avaient dû espérer beaucoup de l'ouverture du régime vont être déçues. Et on est reparti, probablement. Les prédictions sont toujours difficiles, mais on est reparti probablement sur une nouvelle crise économique iranienne, un nouvel appauvrissement de sa population, un durcissement du régime, parce que ça va toujours de pair. Et les dernières manifestations dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont eu lieu à l'automne, se sont soldées par des centaines et des centaines de morts, tués à balles réelles par la police du régime chiite. Alors c'est un régime qu'on pouvait essayer de changer, parce que c'est un régime qui n'exporte pas sa révolution, comme je vous l'ai dit. Et donc, c'est un peu dommage de s'être braqué dessus, de l'empêcher de se développer, et c'est ça qui aurait pu permettre, non seulement aux Occidentaux de commercer avec eux, et même au-delà du commerce, d'assouplir ce régime, de ne plus en faire un régime islamiste, chiite, pur et dur, mais de permettre à la population iranienne de devenir une grande puissance et à sa population de mener une vie normale. Merci beaucoup et rendez-vous en Turquie. Et ben voilà une excellente façon de conclure. J'espère vous retrouver aussi nombreux mardi prochain pour une petite causerie sur la Turquie. C'est passionnant, il y a plein de choses à dire sur Erdogan, et pas que des choses sympathiques, vous vous en doutez. Je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine.